Masculin-féminin est un film de Jean-Luc Godard qui intervient après un certain nombre de films dont quelques critiques, notamment parisiens, mais des critiques aussi de la campagne, comme j'étais, étaient fondamentalement contre. Nous étions contre Jean-Luc Godard, alors que c'était déjà une grande gloire, puisqu'il y avait eu le succès d'À bout de souffle, et ensuite le grand succès, en tout cas le grand succès, ça a été moins un grand succès, mais un grand succès critique que le film d'après Moravia avec Brigitte Bardot. Donc il était au sommet, on considérait que de la nouvelle vague française, c'était avec Truffaut, mais Truffaut, on avait pour Truffaut une espèce de gentillesse, alors que sur Jean-Luc Godard, il y avait une attaque, il y avait des attaques violentes. Or, voilà qu'arrivent des films qui sont assez différents de ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire des films où déjà il a cassé complètement le principe du scénario, où il regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui, la ville, les gens, le sentiment que le capitalisme ou le néo-capitalisme apparaît un peu partout. Et même ces films-là, étant donné que nous n'étions pas d'accord avec Godard, ont reçu, de la part de gens dont je faisais partie, encore des critiques assez mitigées. Vous étiez un peu désarçonné, et pas par tout le monde, Oui, tout le oui. monde est désarçonné, par ce statut fluctuant, impossible à saisir du personnage, dans la mesure où on se disait, où se tient-il, ce personnage? Est-ce qu'il se tient devant l'écran ou Oui. derrière l'écran? L'autre chose que je voulais tout te à dire, fait exact. alors, l'autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que ça parle de quoi? C'était aussi un film qui mettait en scène, je dirais, la banalité de la vie. Le quotidien de la vie, la régularité de la vie, mais tout ce qui fait dans la banalité, dans ce que la société était capable de construire comme banalité pour uniformiser les goûts. C'est dit d'ailleurs à un moment Absolument. donné, 24 heures sur 24. Voilà, Oui. 24 heures sur 24. Quand je revois les films aujourd'hui, notamment masculin-féminin, je me dis que évidemment nous portions sur le film une critique qui est complètement à côté de l'importance que le film a. Mais ça, on ne l'a pas saisi sur le moment parce que le film a pris son importance en fonction précisément de la transformation de la société qui nous entoure. Et comme Pierrot le Fou est un film qui précède mai 68, les films de 1965-66, qui sont des films encore en noir et blanc, sont des films qui, aujourd'hui, nous parlent véritablement du monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a déjà senti que nous sommes dans un monde qui est un monde de la consommation, etc. Et que tous les éléments que nous critiquions, c'est-à-dire le fait qu'il parlait du Vietnam, on disait oui, il parle du Vietnam, mais c'est pour lui un alibi. C'est un homme des beaux quartiers qui regarde le monde et qui met Jean-Pierre Léaud dans le monde comme ça. Ce qui est important, c'est que au début du film, lorsqu'on voit Léo, Léo se pose un certain nombre de questions par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis rien? Je suis dans un monde affreux. Et il est dans un café et à travers la glace, on voit le monde. C'est-à-dire, on voit passer beaucoup de voitures, de camions, etc. Il y a 2 ou 3 plans qui montrent qu'à 2 pas de là, il y a des chantiers, il y a des grues, etc. Et c'est ce monde-là que finalement Godard me paraît avoir saisi. Il a saisi, comme il va saisir avec Pierrot le Fou, ce qui va se passer en 68. Là, il saisit déjà le monde qui est le monde d'aujourd'hui. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est que l'importance qu'a eu Godard à cette époque, c'est que le film a été, dans son temps, un film qui a témoigné d'une fin des héros,
dans le cinéma moderne, une fin des personnages susceptibles effectivement de proposer des modèles. Il était en revanche un personnage inouï, de synthèse de la totalité de ce qu'on avait l'impression d'être tous. C'est-à-dire, comme par hasard, il est un enquêteur de l'IFOP, et tu sais bien que pour moi que les sondages ont la particularité de ne rien dire, mais d'égaliser, d'uniformiser et de trouver un plus petit dénominateur commun pour ne rien dire des hommes et de la société. On sait bien que ça. Et d'une certaine manière, il y a chez Jean-Pierre Léaud quelque chose qui participe, je dirais, d'un personnage écran. C'est-à-dire un personnage suffisamment mat, lisse. C'est un personnage sur lequel le spectateur projette dessus. C'est un personnage de projection, à la différence des autres personnages en masculin-féminin qui ont une personnalité beaucoup plus forte. Le jeune communiste qui est militant et les trois jeunes femmes qui ont des personnalités extrêmement vives. Il y a la jeune fille amateur de l'Amérique, de la Maurice Cooper, qui veut faire des disques. C'est Chantal Goya, hein, qui est au début de ses débuts yéyé, comme on l'appelait la chanson de l'époque. Hein. Ils se retrouvent tous d'ailleurs dans un temple du yéyé, comme on disait de l'époque. C'est le bus Palladium à côté de Pigalle. Là. Et il y a Marlène Jobert qui interprète Elisabeth, qui est un personnage qui transpire, qui sort quelque chose de très sexuel d'elle. Hein. Elles ont envie d'arriver. Elles ont d'arriver. Et puis il y a aussi Catherine, qui est un personnage de petite, on dirait aujourd'hui de petite bourgeoise. À l'époque, on disait pas comme ça, mais qui est une jeune fille de bonne société, bien sur elle, bien sous tout rapport, et qui refuse de parler des choses de la sexualité. Tout ça qui aujourd'hui est devenu commun, mais à l'époque n'était pas commun. De même que les rapports aux filles, par exemple, n'étaient pas... Aujourd'hui, c'est devenu commun. Et à l'époque, c'était déjà extrêmement violent. Or, je pense que je faisais partie, avec un certain nombre de critiques, de ceux qui disaient que ça restait superficiel. Voilà. Bah, de toute façon, je vais te dire, Freddy, je te dirai pas des choses contraires pour te dire que j'aime aussi Godard. Moi, tu sais que je l'ai connu en plus... Je te dis ça rapidement, je l'ai connu, enfin, l'homme, physiquement, je l'ai connu un peu grâce à toi, puisque c'est en voulant montrer le film qui était fait à ton hommage, La lettre à Freddy Buach, que je l'ai connu, lui, physiquement, en 1981, puisque c'était encore à l'époque glorieuse où j'animais encore des salles de cinéma, et je voulais y montrer le film... Lettre à Freddy Buach, qui était une commande de la ville de Lausanne, et il était couplé avec un film de Yves Yersin, et toi je te connaissais d'avant, mais c'est ainsi que je l'ai connu lui. Dans tout ce que tu as dit, il y a des choses qui me frappent beaucoup, parce que quand même, à l'époque, moi, à la différence de toi, j'étais, comme on dit aujourd'hui, addict, sous perfusion de Godard, j'étais ébloui, j'allais même jusqu'à... Enfin, ma génération, les gens de ma génération, moi-même, allions même jusqu'à fumer des Celtiques et porter des vestes en tweed. Parce que Jean-Pierre Léaud fumait des Celtiques. Et d'ailleurs, il y a même un plan dans Masculin-Féminin où on voit au Celtique. Godard, moi, après l'avoir pas mal vu et avoir parlé et d'avoir travaillé un peu avec lui, en particulier dans le domaine des interviews, de textes qu'on a pu faire ensemble, j'ai toujours remarqué que, surtout le Godard de cette époque-là, était mais c'est encore le Godard d'aujourd'hui, c'est un homme qui est plongé dans le monde, et de ce monde, comme une éponge, il prend ce monde, il le prend, mais il ne le prend pas comme une éponge, il le prend comme une dame qui voudrait tricoter un pullover. Et il a devant lui un écheveau terrible qui va dans tous les sens. Et puis, il met sa main dans cet écheveau et puis il tire un fil. Et puis, il tire le fil et au bout du fil, il y a le film. C'est ça. Quand on l'entend parler, quand on voit très bien qu'il part d'une espèce de désordre. Il y a en lui un certain désordre, qui est d'ailleurs le miroir du monde dans lequel il est. Et bien, de ce désordre, à un moment donné, qui ressemble à une pelote,
il sait à un certain moment tirer un fil. Ouais, enfin, il me semble que toute l'œuvre de Godard, elle est faite comme ça. Et dans le cas particulier, c'est évidemment quelqu'un qui sent, il sent très bien que, Léo le dit très bien, je suis seul, on ne laisse pas de traces, métro, boulot, dodo. Le Euh, personnage de Jean-Pierre Léaud passe alternativement sans crier gare au spectateur, sans dire qu'il est le personnage romantique qu'il est dans le film, pour une part, et le personnage d'enquêteur froid et non romantique par définition, un personnage glacial d'enquêteur de l'IFOP. Et tu as remarqué, dans le film, le personnage a cette particularité de ne pas prévenir le spectateur quand il est enquêteur, quand il pose des oui, questions ou quand il est amoureux. Et ça, c'est ça aussi qui, à l'époque, brouillait totalement le spectateur en disant, attendez, qui parle dans le film, au fond? Et qui, en plus, est le personnage principal? Et je crois que la force, c'est le premier point que je voulais te dire, et c'est ça aussi qui désarçonnait des gens de ton courant oui, critique, qui avaient l'habitude d'un certain type de cinéma américain, y oui, compris, où le personnage était, y compris même un grand personnage moderne, oui, comme dans les grands films de Robert Aldrich de l'époque oui, qu'aimait oui, oui. Godard, justement. Bien sûr, Je ne oui. prends pas Robert Aldrich par hasard, mais c'était des personnages qui étaient fortement dessinés, mais qui criaient gare lorsqu'ils changeaient de statut dans la fiction. Oui, Là, le problème, c'est que le spectateur ne sait jamais quand Jean-Pierre Léaud est un enquêteur qui serait au fond hors de la caméra et qui pose des oui, questions, et là il devient Godard qui enquête, oui, ou est-ce qu'il est un personnage mis par Godard dans le oui. film, un personnage dans lequel Godard projette au contraire tout son romantisme. À ce moment-là, c'était peut-être assez nouveau par rapport au film précédent, hein, parce que c'est déjà une cassure, il me semble, à bout de souffle, le mépris, ça raconte où une femme est une femme, il y a des scénarios, tandis que là, il n'y a pas un véritable scénario, même si, en effet, probablement pour des raisons de production, il part aussi d'une nouvelle de Maupassant. Mais il faut dire aussi de Godard que c'est un homme qui lit beaucoup, qui se souvient très bien de ce qu'il lit, qui écoute beaucoup de musique, qui sait l'utiliser. Et je pense qu'à partir de là, c'est vrai que nous voyons aujourd'hui un film de 1965, 40 ans plus tard, comme un film qui nous parle de nous-mêmes aujourd'hui. Ce que probablement on n'avait pas senti à l'époque, pour d'autres raisons aussi. Peut-être qu'à l'époque, il disait lui-même, c'est dit dans le film, qu'il parle des enfants de Marx et du Coca-Cola, et nous pensions, nous, qu'il parlait beaucoup des enfants de Coca-Cola et pas beaucoup des enfants de Marx. Le film disait clairement que des personnages qui étaient filmés étaient des personnages qui voulaient disparaître en copiant des modèles qui étaient les modèles de la publicité. Alors, c'est de ce point de vue-là que là, je suis pas d'accord avec toi pour dire que moi, déjà à l'époque, c'était, et encore aujourd'hui plus encore, c'était des personnages qui étaient des enfants de Marx, plus encore que de Coca-Cola, parce que c'était des personnages qui portaient en eux-mêmes, en tant qu'ils étaient des personnages, la critique même que Godard faisait de la société. Ils incarnaient précisément des personnages qui étaient en train de devenir des monstres, donc on a avec Star Academy, qu'on a avec la télé-réalité, qu'on a avec toute cette terrible... Non, non, sur le. Ils sont, C'est le côté ils sont là. Coca-Cola. Oui, mais c'est ça. Mais le côté Marx. Oui, mais c'est ça. Ils étaient ça. C'était une J'ai envie de te dire, le film, tout le film en entier est une critique marxiste de la société. C'est vrai, C'est ça oui. le problème. C'est Et qu'ils ça, on montrent. l'a probablement pas Mais vous l'avez senti. pas vu Ouais, parce que ouais. vous aviez une relation qui attendait un point de vue subjectif de Godard sur la société, alors que vous aviez au contraire des éléments objectifs qui Ouais. vous étaient montrés comme ça, avec l'impression que du fait que Godard les représentait, il n'en avait pas un point de vue critique. D'autant que le seul personnage qui pouvait avoir un point de vue critique sur ces personnages de jeunes filles était en plus incarné par un personnage qui était romantique et totalement incompris, donc d'un siècle antérieur, Ouais. le 19e. Ouais, ouais. Il a dit mon personnage c'est Werther Ouais, ouais, c'est ça, oui. à l'époque de je sais plus quoi. Enfin, c'était vraiment Ouais, un ouais. collage qu'il faisait entre Ouais, ouais. Werther et l'époque moderne. Ouais. Et par ailleurs, il y avait un personnage qui disparaissait totalement, qui est un personnage du suravenir, j'ai envie de dire, hein,
c'est un personnage qui enquêtait, qui informait, qui allait devenir ces personnages monstrueux, qui allaient faire des sondages, de la comptabilité des âmes, Oui. en quelque sorte. Tu vois. Donc, où pouvait-on imaginer en tant que spectateur que se tenait le lieu critique, le point de vue critique, d'où Oui. pouvait s'originer le point de vue critique. C'est pour ça que, d'une certaine manière, en 68, la grande phrase on disait toujours « d'où tu parles », on Oui, disait en c'est ça, 68, tu vois. Eh bien, ce film-là... d'où ça parle. D'où que ça parle. Oui. Eh bien, ce film-là, en effet, noyé, brouillé terriblement, le d'où ça parle, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus à l'écran que la réalité, dans toutes ses contradictions, dans toute sa violence, et quand même, il faut quand même le dire, c'est un film dans lequel la violence émerge à tout moment. Ce moment de début de film où il est dans le café, Oui. que tu as cité, et Oui. tout à coup on a en direct un fait divers, et où une femme et un Oui, homme oui. se disputent la garde d'un enfant et les conditions de leur séparation. Et tout à coup, le type s'en va dehors. Et on sort en effet oui. de l'intérieur Oui, du oui. café. On passe à l'extérieur. Et à travers la vitrine, on voit devant nous s'incarner, se réaliser un coup de pistolet, un fait divers. Oui. Et de la violence, c'est là. Déjà, la violence qu'on va connaître aujourd'hui Oui. d'une telle Partout. manière, partout, là, elle est déjà pressentie déjà. On est déjà dans un fait divers. Le film a comme contexte et comme décor le fait divers. L'acteur Yves Alfonso, qu'on Oui. connaîtra, qu'on connaîtra ultérieurement, il regarde Jean-Pierre Léaud, il semble le menacer, et puis tout à coup, il se fusille. Bah, évidemment, aujourd'hui, moi, ça m'a rappelé le personnage qui s'appelle Richard Dern, qui est allé Oui. tuer l'ensemble du conseil municipal de Nanterre, Oui. en se tuant lui-même, mais en voulant tuer tout le monde autour de lui. On est déjà Il y en a face... quelques-uns. Mais bien sûr, depuis, oui. on est déjà face là à des personnages de cette sorte que la société va enclencher, où être le héros, c'est être le héros de sa propre mort, de sa propre haine de soi. Parce que ce dont parle le film, d'une certaine manière, c'est la naissance de ce sentiment terrible des sociétés modernes, la haine de soi. Or, comment s'incarne pour Godard le début de la haine de soi? C'est par le trop de narcissisme de soi. C'est ces femmes qui se maquillent, c'est cette façon de se modéliser d'après des modèles tout faits, c'est de vouloir ressembler, être plus belle que Sylvie Vartan ou Françoise Hardy qu'on voit passer dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de narcissisme bon pour l'homme. Il faut du narcissisme. J'appellerais ça le narcissisme primordial, qui en se transformant en un narcissisme médiatique et névrotique, devient de la haine de soi. Et on le constate aujourd'hui. On est là avec un film au cœur de ces questions qui commence à les voir sortir et qui les met en scène. De ce point de vue, il faudrait qu'on dise un mot quand même. Ça n'est pas seulement comment dire, un théorème ou une manière, si vous voulez, de reprendre, de prendre la société et de la mettre dans une forme de thèse sociologique. Ça n'est pas un documentariste qui parle de la société. C'est un homme qui pense aussi Enfin, il tire un fil une fois de plus. Pour qu'on puisse bien lire ce qu'il y a dans le film, il utilise un certain nombre de choses que, à l'époque, je considérais que ça relevait un peu d'une espèce de système décoratif. Il faut dire qu'à la même époque, il y avait des gens qui déchiraient les affiches. On montrait les affiches déchirées. Il y avait Ce qu'on appelait les nouveaux réalistes. Il y avait les nouveaux Jacques de réalistes, Villiers, Raymond Hins, tout ça. Et Armand. on le mettait un petit peu dans cette affaire. C'est vrai. Mais justement, il y a une façon aussi, par l'humour, de créer comme ça des paillets différents. Et en général, d'ailleurs, il ose utiliser des mauvais gags, des mauvais trucs, des mauvais jeux de mots, par exemple. Mais ces mauvais jeux de mots sont placés là justement afin de redonner à ce qui va suivre un autre sens ou une autre manière d'aborder le problème. Comme aussi d'ailleurs, il va utiliser, en plus que des jeux de mots, des choses qu'on pourrait presque dire de hasard.
le faire tout à coup, qu'on entre dans un restaurant, dans un café, et qu'on rencontre Brigitte Bardot dans Masculin, Féminin. On rencontre Brigitte Bardot avec Bourseillet, comme on va rencontrer... Metteur en scène de théâtre, Oui. Boursier de l'époque. Il avait fait un film, d'ailleurs. C'est ça, comme on va rencontrer, alors c'est un peu différent, mais on va rencontrer dans un autre café, dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui va devenir pour nous quelqu'un de très proche, c'est Juliette Berthaud. Voilà. Et là, il a aussi, de sa part, il y a quand même une manière aussi de varier. Oui, oui. De varier. Mais tu sais, ce que tu dis, les c'est éléments. très, très important parce que, à l'époque, moi, je dois dire, je faisais partie. Il faut bien qu'on se dise des choses contre lesquelles on n'est pas d'accord. Puis il faut bien qu'on ait quand même des différences, Oui. toi et moi. C'est que moi, à l'époque, je riais beaucoup. Par exemple, parce que ça me semblait le summum de la critique, de l'imbécibilité ambiante, c'était l'expression se mettre à la place de quelqu'un. Tu sais, et parce que tous les personnages renvoient des stéréotypes Oui. que tout le monde dit dans la Oui, presse, tu vois. Oui. Et il y a une séquence formidable qui m'a fait mourir de rire dans le café au début du film, lorsque Jean-Pierre Léaud, ils sont là dans le café, il y a quelqu'un qui vient de dire où est le stade du Veldiv, ou je sais plus quel stade, bon, et le type s'en va, Oui. et après Jean-Pierre Léaud se lève et dit où est le stade du Veldiv. Il dit mais pourquoi tu fais la même chose? Il dit, ben, parce qu'aujourd'hui, il faut toujours se mettre à la place des autres. Et Godard attrape, c'est ce que tu disais au début, est une éponge, il attrape tout, il entend tous les clichés, tous les stéréotypes, tous les lieux communs, il les ramasse, et à partir du moment, les lieux communs, les stéréotypes, les sottises de la consommation, la consommation c'est des objets, mais c'est aussi des mots, on consomme des mots, on consomme pas seulement des frigidaires, des machines à coudre et du maquillage, on consomme aussi des mauvaises tournures de langage, hein, et des mauvaises pensées, et Godard les attrape comme ça, et je me suis... À l'époque, j'étais plié en deux de rire parce que j'avais l'impression que les personnages du film de Godard faisaient ce que ma concierge faisait, ou je sais pas ce que je voyais faire dans le métro ou dans mes espaces de travail. Mais ce que tu disais, l'humour, c'est très important parce que tu te souviens que ce personnage dont tout à l'heure je cherchais la définition que Godard en donnait, son personnage de Jean-Pierre Léaud, il disait que, justement, je l'ai retrouvé depuis, il était pour lui un Werther dans le monde et au pays des Rolling Stones. Et de ce point de vue-là, je trouvais qu'à l'époque, les critiques principales qui étaient formulées contre le film, c'était de dire « Ah, ces jeunes-là ne sont pas la jeunesse française ». Moi, à l'époque, j'étais fils d'ouvrier communiste. C'était pour ça que c'était difficile pour moi d'être au Parti communiste, parce que c'était un refus oedipien. Mais je vivais ça. Je vivais ces questions-là. Je vivais la peur de faire un enfant à une jeune femme avec laquelle j'avais mes premiers rapports sexuels. Nous avions peur, en effet, de faire un enfant à une jeune femme. C'était ça, l'obsession et la hantise que nous avions, c'était de faire un enfant à une fille. On ne parlait que de ça à l'époque. Moi, j'avais à l'époque mon bureau dans une maison où à côté de moi, il y avait un médecin qui donnait aux étrangers, et en particulier aux femmes françaises qui débarquaient à Lausanne du train le matin, et il leur donnait des autorisations d'avortement. Mais avec il y avait une petite séance où elle devait discuter le coup. Et quand j'entrais dans mon bureau, je voyais toutes ces filles qui étaient catastrophées si on leur disait non. Mais Freddy, c'est l'un des premiers films qui parle de ça. Il faudra attendre Chabrol et sa faiseuse d'ange c'est ça. avec Isabelle Huppert, mais en plus qui prend le sujet pendant la guerre. Mais c'est le premier film qui dit à la fin, je ne sais pas ce que je vais faire avec l'enfant. J'hésite. C'est terrible, terrible séquence. J'hésite. On m'a bien parlé de la tringle à rideau. La barbarie de l'avortement. Et alors elle le dit ça, c'est ça qui est magnifique, elle est froide et glaciale.
Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'elle est déjà devenue une gravure de mode, elle est déjà devenue quelqu'un qui n'est plus humain. Elle est déjà devenue non seulement consommatrice, mais consommée, littéralement. Elle n'existe plus humainement. Consommer librement, c'est devenir soi-même Voilà. un objet de consommation. Voilà, exactement. On est consommé par. C'est ça, Ouais. mais c'est ça. Voilà. Et c'est ça le sujet du film Oui. masculin-féminin. Voilà. Et alors, excuse-moi du peu, c'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Eh bien oui, ben je suis d'accord avec toi.